En fait, toutes les réformes du système scolaire qu'on a entreprises ou qu'on essaye d'entreprendre depuis, je sais pas, 20 ans, 30 ans, peut-être même 40 ans, à mon avis, reposent sur un préjugé idéologique ou philosophique qui est en fait faux, sur une erreur, sur une illusion. Et cette illusion, qu'on pourrait appeler le préjugé sociologiste, justement, c'est de croire, sans le dire explicitement, mais finalement faire comme si on croyait que il y a une espèce de théorie de l'homme standard à la base, c'est-à-dire que tous les individus sont plus ou moins pareils et que c'est uniquement le milieu, l'environnement, le milieu social, la famille éventuellement, qui fait la différence. Et donc que les inégalités sociales, c'est-à-dire, avant même de parler d'inégalité, c'est-à-dire d'injustice, les différences sont dues uniquement par l'intervention du milieu extérieur. Et donc il suffit de corriger ces inégalités ou ces interventions, l'interférence du milieu, et bien on arrive à faire au fond des gens qui ont un peu le même parcours, etc. Alors c'est évidemment complètement une illusion, parce que les individus au départ, on le voit bien dans les familles nombreuses en particulier, qui ont la même éducation et les mêmes parents, les individus ne sont absolument pas interchangeables, ne sont pas semblables, et qu'il y a une grande variété d'aptitudes et aussi de désirs et d'envie chez les gens. Et donc cette idée que tout le monde pourrait suivre le même destin, le même chemin sans encombre, est absolument contraire à l'épreuve des faits, enfin, et contraire à ce qu'on voit justement dans les écoles. Et donc c'est comme dans le jardinage, quoi. Autant il est évident que l'environnement, le climat, la qualité du terrain est importante pour la croissance d'une plante, autant il est faux de croire que c'est tout. Ce n'est qu'un des aspects du problème. Et il y a toujours deux choses. Et moi je dirais que la vérité, c'est comme la marche, elle a deux pieds. Il faut toujours tenir compte de deux facteurs. Et c'est justement la difficulté de penser juste, c'est d'arriver à équilibrer ces deux facteurs. Et quand on ne tient compte que d'un seul facteur, c'est ce que j'appelle la pensée unijambiste. Et donc penser par rapport au problème scolaire, penser que tout est un problème uniquement sociologique, c'est-à-dire relevant du milieu, est une aberration. Il y a chez l'individu incontestablement un inné, des aptitudes, et puis le milieu, bien sûr, joue un rôle pour contrecarrer ces aptitudes ou pour les développer, etc. Mais comme une plante, je veux dire, si on l'arrose trop, elle pourrit, si on l'arrose pas assez, elle se dessèche. Enfin, il faut que le milieu joue bien son rôle, mais il y a ce qu'est l'aptitude de la plante. Un radis, ça ne fait pas une carotte, et qu'on l'arrose ou pas, quoi. Et donc, on sous-estime complètement toutes les écoles de psychologie qui tiennent compte justement de cette diversité native des individus. Il y a une école de psychologie américaine que moi j'aime beaucoup, qui est celle de Howard Gardner, la théorie des intelligences multiples, qui distingue par comparaison, par étude anthropologique, par toutes sortes de méthodes, qui distinguent 8 grandes familles d'intelligence, parmi lesquelles l'intelligence verbale, par exemple, qui était très valorisée à l'école, ou l'intelligence logico-mathématique, le calcul, etc., existent, mais ne sont pas les seules. Et si on s'appuie sur ce genre d'analyse et de recherche, ben on s'aperçoit que autant l'école valorise 2 aptitudes fondamentales de l'être humain, autant elle pénalise ou elle martyrise les 6 autres. Enfin, peu importe le chiffre d'ailleurs, qu'il y en ait 5 ou 6 ou 8 autres. Autrement dit, l'école a le très grand défaut de privilégier certaines aptitudes qui existent incontestablement, mais qui ne sont pas universelles, au détriment d'autres aptitudes. Par exemple, moi, la plupart de mes amis artistes sont des gens qui ont souffert à l'école, par exemple. C'est pas quand même pour des prunes. Eh bien, je constate aujourd'hui que, par exemple, tous les gens qui ont des aptitudes, une forme d'intelligence manuelle, par exemple, sont extraordinairement sous-estimés à l'école et martyrisés, puisqu'on leur demande de passer tout le temps par l'écrit, par une certaine forme d'oralité, par l'écriture, etc., alors qu'il y a bien sûr bien d'autres formes d'intelligence. Et donc ça, je pense que c'est vraiment l'erreur de base de la vision actuelle, toujours au nom de cette fichue démocratisation qui voudrait au fond faire accéder aux valeurs anciennes de l'ancienne élite les masses populaires. Alors du coup on a culpabilisé toute espèce de forme de travail manuel. Moi j'ai vu très souvent des pères ouvriers par exemple devant un fils qui ne réussissait pas dans l'école classique être horrifiés à l'idée qu'il pourrait prendre une filière où il serait plus à l'aise, qui serait par exemple un BEP ou des choses plus techniques, parce que justement étant ouvrier lui-même, il ne voulait surtout pas que son fils risque de faire un métier qui ressemble à ça. Et j'ai vu vraiment des gens pousser leurs gamins mais à l'échec, sous prétexte qu'ils voulaient qu'ils atteignent au moins le niveau bac, ce qui n'a aucun sens, parce qu'il vaut 1000 fois mieux faire un bon BEP par exemple, et être vraiment apprendre un vrai métier, plutôt que de faire un mauvais bac qui ne mêle à rien. Et ça, je pense que c'est très très répandu, que cette erreur a été partagée à la fois par des gens de gauche, par des gens de droite, et aussi par beaucoup de parents.
qui, dans un souci d'élévation sociale, en fait, ont fait d'une certaine façon le malheur de leurs enfants. Et donc, je pense que pour échapper à cette erreur, c'est-à-dire le modèle unique, et tenir compte de la diversité des personnes, il faudrait conjointement, c'est là encore qu'il faut deux pieds pour trouver la solution, c'est-à-dire agir sur deux manettes en même temps. Il faudrait à la fois multiplier les filières, ce qui est le contraire du collège unique, de cette obsession de faire passer tout le monde par le même moule, donc multiplier des filières dans lesquelles les différents individus peuvent se retrouver, mais pour que cette multiplication des filières n'aboutisse pas à un émiettement, il faut avoir défini au préalable une culture générale commune. Et c'est ça que personne ne fait, c'est-à-dire il faut, pour refonder l'école, redéfinir quelle est la culture nécessaire à tous les citoyens du XXIe siècle, par exemple, d'un pays donné, pour pouvoir vivre ensemble. Autrement dit, qu'est-ce que aussi bien un plombier, un intellectuel, un médecin, etc., doit avoir comme référence commune pour que la société n'aille pas vers l'émiettement. Et si on arrivait à définir cette culture générale commune, ce que j'appellerais la nouvelle culture générale, cette nouvelle culture générale, on n'aurait pas peur, puisqu'il y aurait un ensemble de connaissances ou de références communes à tout le monde, à tous les gens d'une même société, on n'aurait pas peur à ce moment-là que les uns choisissent telle filière et les autres telle autre. Mais aujourd'hui, on ne fait pas cet effort, donc sous prétexte de garder un point commun, un lien commun à tout le monde, on fait passer tout le monde par le même moule qui est finalement ce que je disais précédemment, qui est la déconstruction absurde du système antérieur. Alors définir une nouvelle culture générale, c'est-à-dire redéfinir la culture générale, qui ne peut pas être l'ancienne culture générale, c'est un problème très compliqué. Ça ne peut pas, à mon avis, être fait par, si génial soit-il, par un penseur isolé. Je pense que c'est quelque chose qui doit être le résultat de véritables états généraux de la culture, où on amènerait les gens les plus compétents des différents domaines. Et à cet égard, je pense qu'il faut admettre une autre vérité, c'est que ce ne sont pas les politiques qui sont compétents pour les affaires de culture. J'ai souvent dit qu'il fallait aujourd'hui réaliser une nouvelle séparation des pouvoirs, qui n'est pas l'ancienne de Locke et de Montesquieu, le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Ça c'est fait dans les démocraties. Il faut séparer trois pouvoirs qui sont l'économique, le politique et le culturel. Ce sont des pouvoirs fondamentaux dans la société, qui doivent dialoguer entre eux, négocier entre eux, etc. Mais ce ne sont pas les politiques qui sont compétents pour le culturel, ce ne sont pas les gens de culture qui sont compétents pour l'économie, etc. Ce sont des aptitudes, ce sont des talents, ce sont des énergies différentes. Moi, par exemple, je suis une catastrophe en tant qu'homme politique et je ne me suis jamais mêlé de politique, justement pour cette raison. En revanche, je trouve toujours catastrophique quand les hommes politiques, sauf de rares exceptions, se mêlent de dire leurs mots sur la culture. Je ne vois pas comment un homme politique, par exemple, pourrait avoir une idée sur ce qu'on doit ou pas enseigner dans telle discipline et comment, et ainsi de suite. Ce n'est pas de leur compétence. Donc, il faudrait que les gens de culture, d'abord se reconnaissent entre eux et se définissent bien comme spécifiquement doués ou faits pour ça, se réunissent pour effectivement faire de grandes assises qui permettraient de définir cette nouvelle culture générale. Et si on regarde les programmes actuels, alors là c'est surtout vrai dans les disciplines littéraires, et moi j'enseignais les lettres, la crise principale de l'école actuelle, c'est une crise des humanités, c'est-à-dire justement de tout ce qui est le domaine littéraire et aussi sciences humaines, etc. Il y a par exemple, on peut constater qu'il y a par exemple à l'école, alors cette fois je vais dire du bien de la sociologie, aucun enseignement, si minime soit-il, des sciences humaines, de la linguistique, de la sociologie, de rudiments de psychanalyse, par exemple, de psychologie expérimentale, etc. Ça, on n'enseigne pas du tout, un tout petit peu en philo. Ça, c'est certainement une lacune. Ce sont des choses qui devraient être introduites à l'école, mais elles ne peuvent pas être introduites simplement en les ajoutant au cursus déjà excessivement chargé des matières anciennes. C'est pour ça qu'il faut repenser l'ensemble du système. Je pense qu'on vient de traverser une période de transition où aux matières traditionnelles, on a voulu subrepticement ajouter les matières nouvelles, par exemple l'économie, les médias, ou je ne sais quoi, ou l'analyse de l'image, et on n'y arrive pas parce que c'est pas possible sans arrêt de surcharger les programmes. Il faut repenser l'ensemble et voir quelles sont les priorités. Le type de question qu'il faudrait se poser, c'est par exemple savoir exactement qui est Colbert. Est-ce que c'est une connaissance de culture générale nécessaire à tout le monde pour vivre en société? Est-ce que avoir la liste complète des rois d'Angleterre, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors là, on s'apercevrait qu'on doit faire une hiérarchie entre les connaissances spécialisées de ceux qui ont choisi cette discipline et les connaissances véritablement nécessaires. Et c'est ça qui ne pourrait être fait, à mon avis, que par des assises générales et un travail collectif, interdisciplinaire, etc., qu'il faudrait organiser. Ça me paraît une urgence. Il faudrait rebâtir le savoir, refaire une hiérarchie des sciences et des disciplines et choisir quels sont les éléments de savoir qui sont basiques.
Et puis après, on entre faire une distinction claire entre savoir fondamental et savoir spécialisé. Là, à une certaine époque, on a parlé de langue morte pour parler du latin et du grec, puisqu'on ne les parlait plus dans leur forme classique. Dire que ce sont des langues mortes ne veut pas dire qu'il est inutile de les apprendre, mais ça veut dire que seules certaines personnes se spécialisent là-dedans. Dans une grande mesure, il y a un certain savoir d'autrefois qui est devenu une culture morte, ce qui ne veut pas dire que certains individus n'ont pas à les apprendre et à les cultiver. Et donc ça, c'est à mon avis très, très, très important. Je crois vraiment que dans un système en décomposition, on a à la fois voulu préserver l'ancienne culture, et on n'y arrive pas, du moins on la préserve d'une façon abâtardie et ridicule, et en même temps ajouter les éléments de la culture nouvelle, et donc on est dans une espèce de surimpression de deux cultures, et on n'arrive ni à faire l'un ni à faire l'autre, parce qu'on n'a pas su repenser l'ensemble. Il y a quelque chose qui manifeste bien l'état de confusion, je trouve, du contenu des programmes actuels, c'est la façon dont sont conçus la plupart des manuels scolaires, dans les disciplines, en tout cas des humanités, c'est-à-dire disciplines plutôt littéraires. Alors qu'on est dans une époque où la culture Internet est une mosaïque, presque un chaos, un bric-à-brac de choses d'une variété immense, avec évidemment énormément d'images fixes, mobiles, etc., et puis aussi des éléments à lire, etc., on a cru qu'il était moderne de transformer les manuels scolaires en des manuels qui ont l'apparence du multimédia, en beaucoup moins bien, parce qu'ils ne sont pas interactifs comme une page d'ordinateur, et ainsi de suite, alors que c'est justement le contraire qu'il aurait fallu faire. Les manuels scolaires actuellement donnent l'impression d'une maquette complètement éclatée, on n'y comprend absolument plus rien, il y a des éléments enregistrés, il y a des images à un endroit, des commentaires d'images, on ne voit plus où est le fil directeur, alors que justement, ce côté bric-à-brac se trouve en libre disposition sur Internet pour n'importe qui sans aller à l'école. Et je pense qu'il faudrait au contraire concevoir des manuels peut-être même sans images, qui sont simplement des résumés simples de l'essentiel et qui sont des espèces de vademecum, c'est-à-dire vraiment des guides pour les choses essentielles, discipline par discipline. Et donc on peut penser que les éditeurs scolaires ont pris exactement le parti inverse, ils ont voulu mimer la richesse environnementale du multimédia, alors qu'il faudrait, comme le disait déjà McLuhan il y a 30 ou 40 ans dans ses écrits, au contraire à l'école, contrebalancer les effets pervers des médias dominants. Non pas aller dans leur sens, mais au contraire, en quelque sorte, jouer un rôle de tri et de critique de cet environnement. Évidemment, toute réforme qui irait un peu dans le sens de ce que je pressens, par exemple cette définition d'une nouvelle culture, générale, commune, suppose qu'on s'entende sur la philosophie directrice de l'école. Et là, il y a un problème véritablement politique. C'est que, actuellement, nous sommes dans un environnement de production-consommation. Et chaque fois que j'entends, moi, le mot de croissance, je pense production, c'est-à-dire multiplication du même, et consommation, c'est-à-dire publicité pour faire avaler le même, c'est-à-dire changer le portable toutes les 3 minutes, changer son ordinateur, changer sa voiture, et ainsi de suite. Donc politique de gâchis et d'épuisement des ressources de la planète, alors qu'au contraire, l'école devrait avoir pour philosophie directrice, non pas la consommation, ça ne peut pas être l'objectif d'un éducateur, d'apprendre les gens simplement à être de bons consommateurs, ça c'est les publicitaires qui le font très bien, mais au contraire, d'éduquer au travail créatif, et à une philosophie de l'homme créateur. Et la création n'a rien à voir avec la production. Par exemple, nous sommes dans une société de gâchis, c'est évident qu'il serait extrêmement pédagogique, dans les écoles ou dans le processus pédagogique, d'apprendre aux gens au contraire à réparer, à économiser, à inventer, à récupérer les choses et en faire autre chose, et ainsi de suite. Et ça va contre l'organisation actuelle du modèle économique. Et donc la philosophie directrice de l'école, elle est soumise, je dirais, à une ambiguïté actuellement, c'est que comme on ne fait pas le choix, par exemple d'avoir une philosophie anti-consommatrice, et bien finalement, on adopte une attitude consommatrice tout en prétendant continuer à enseigner les valeurs d'autrefois qui sont des valeurs d'élévation de l'esprit, de désintéressement, etc. Donc c'est totalement bâtard parce qu'on n'a pas choisi et qu'on refuse de choisir. Alors qu'il n'y a pas, on est obligé d'être devant ce choix, ou bien on va dans le sens de la consommation, c'est-à-dire de la publicité, c'est-à-dire de l'écoulement, de la vente et du marché des produits, donc c'est dans le sens uniquement du profit et de l'argent, ou bien on va dans le sens d'un vrai désintéressement, c'est-à-dire l'éducation de l'esprit, et ça de tout temps, ça a été le but le plus élevé de l'éducation et de l'école. Sur le plan politique, quand récemment, puisqu'on est en septembre 2012, quand la gauche est arrivée au pouvoir en France, on a dit à droite et à gauche, je ne sais pas si c'était vrai,
que sans doute que le nouveau gouvernement allait faire un ministère conjoint de la culture et de l'éducation. Et il y a quelques années, j'avais lu le livre de Marc Fumaroli qui s'appelle L'État culturel. Il faisait remarquer, puisqu'il est très érudit sur l'évolution de l'histoire de la culture en France, il faisait remarquer que c'était sous le Front populaire, avec le ministre Jean Zay, qui avait un ministère unique de la culture et de l'éducation. Et moi j'ai espéré qu'on allait le faire dans ce nouveau gouvernement, parce qu'en effet, si on fait un ministère séparé de la culture, on voit très bien ce que c'est devenu, c'est un ministère finalement de la fête, comme il y a eu à l'époque des rois, l'organisation des fêtes de Versailles, je ne sais pas quoi, c'était une culture loisir, une culture entertainment, comme disent les Américains, et ça c'est la culture dans la société de consommation. Si on fait au contraire un ministère de l'éducation, c'est-à-dire des écoles ou des universités, et de la culture, là c'est tout à fait autre chose, c'est la culture comme un effort, comme un apprentissage, par exemple comme quelqu'un apprend à jouer d'un instrument de musique, et donc c'est tout à fait une autre optique que la culture de consommation. Et là encore, on se retrouve dans ce conflit qu'on ne résout pas aujourd'hui parce qu'on ne veut pas choisir. La culture est-elle une culture de consommation, c'est-à-dire qu'on est un touriste qui visite les choses et qui paye pour les visiter, ou est-ce qu'au contraire la culture est un effort pour que les gens réapprennent à chanter, par exemple, plus personne ne chante dans cette société, à jouer de la musique, et ainsi de suite. La France est pauvre sur ce plan, par exemple, et tous les musiciens s'en plaignent. Donc un ministère de la culture et de l'éducation aurait l'avantage de soustraire la culture à l'optique de la consommation. Pour ce qui est même de la définition de l'acte d'enseigner, moi j'aime bien dire que contrairement à ces gens qui vous parlent des sciences de l'éducation, je veux bien admettre qu'il puisse exister une forme d'analyse de ce qui s'est fait, etc. À ce moment-là, ce sont des analyses historiques et sociologiques, mais la pratique de l'enseignement n'est pas une science, c'est un art. Et je dis souvent, c'est comme la cuisine. La cuisine, c'est pas de la chimie. Bien sûr, pour être un bon cuisinier, il faut avoir un certain nombre de connaissances, de diététique, etc. Mais tout l'art de l'enseignement et de la cuisine, c'est quand même un savoir-faire, il y a une part de bricolage, il y a une part d'intuition, il y a une part de talent personnel, etc. Et on veut nous faire croire que l'enseignement est scientifique. Il ne l'est pas, et heureusement qu'il ne l'est pas. Moi, toute mon expérience de terrain, c'est une adaptation au jour le jour à des tas de choses. Et bien sûr, plus on a de culture en amont, à l'origine, plus on a effectivement de savoir et de savoir-faire. Par exemple, si on enseigne le dessin, plus on est fort en dessin, évidemment, plus on peut montrer l'exemple et être inventif dans sa façon d'enseigner, mais ça n'est en aucune façon une science. Et ça encore, c'est une perversion du problème scolaire, d'avoir mis la solution du problème de l'enseignement dans les pattes de gens qui prétendent que l'enseignement est une science et qu'il y a donc une science des solutions. Quand on parle aussi des méthodes et des outils, alors comme il y a aussi un discours officiel sur la façon d'utiliser les nouvelles technologies, ainsi de suite, eh bien moi je pense de plus en plus qu'un bon enseignant, dans quelque domaine que ce soit, à rares exceptions près, il a justement besoin de très très peu d'outils. Lui-même, bien sûr, se sert de l'ordinateur et ses étudiants ou ses élèves s'en servent aussi à la maison, etc., mais pas forcément dans les classes, parce que je trouve que pour enseigner vraiment ce qui est utile, il suffit très très souvent du verbe, de la craie et du tableau, ou d'un feutre et d'un papier blanc. Et on n'a pas besoin, au contraire, d'une débauche technologique. C'est pas vrai. Parce que si on enseigne vraiment les repères essentiels qui aident l'individu à s'y retrouver dans cette espèce de forêt invraisemblable de signes et d'informations qui nous envahit, qui nous submerge, qui nous ensevelit, eh ben, les repères très simples, on peut les enseigner d'une façon extrêmement classique et socratique, avec très peu de moyens, et par la parole et par l'exemple. Et donc c'est un leurre de croire qu'il faut sans arrêt investir davantage pour enseigner l'essentiel. Ça, je ne le crois pas du tout.